Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette dernière expérience de paysage du premier semestre. Et on accueille aujourd'hui deux intervenants qui vont se présenter tout à l'heure. Et autour d'une thématique qu'on continue à filer depuis le début de cette saison, autour des questions d'adaptation au changement climatique, en particulier sur l'île littorale. Donc ça fait écho à d'autres conférences qu'on a eues. Voilà. On rappelle les expériences de paysage, etc. Je te laisse faire alors. Donc effectivement, très rapidement, donc cette expérience de paysage s'inscrit dans le cycle porté par la FFP Nouvelle-Aquitaine et puis en partenariat donc avec le CAUE et l'ENSAP de Bordeaux, Laboratoire Passage, des expériences de paysage donc en Nouvelle-Aquitaine, qui est la continuité des expériences de paysage portées par la FFP nationale et Île-de-France. Et donc ici, on a à cœur donc d'accueillir des intervenants qui permettent d'illustrer la diversité des pratiques paysagistes et des projets de paysage. Et donc, on a le plaisir ce soir d'accueillir deux intervenants autour de cette question de l'adaptation au changement climatique et toute la démarche en fait Adapto portée et développée par le Conservatoire du littoral sur ces questions-là. Voilà. Et donc, juste pour présenter aussi la dernière en fait expérience de paysage de ce cycle sur les questions des paysages de transition et de l'adaptation. On aura donc une prochaine expérience de paysage donc au printemps ou début d'été sur la question des paysages du feu. Voilà. Donc je vous laisse peut-être poursuivre. Bonsoir, je pense qu'on se connaît à force. Ravie de vous accueillir. Je suis Élodie Vouillon, directrice du CAUE. Et dans mon équipe, il y a des paysagistes dont fait partie Sébastien. Ce soir, Sébastien Canet. Sébastien va vous faire un témoignage de sa collaboration active avec le conservatoire. Et vous verrez sur les différents domaines ou différents lieux, en tout cas, littoral, mais estuaire, enfin, vous verrez comment ça se décline. Voilà, et après nous aurons un temps convivial, et surtout, alors on est peu nombreux, mais n'hésitez pas pour le coup après à poser des questions, on est entre nous, vous avez des professionnels en face de vous, et ils vous rappelleront d'ailleurs leur parcours. Ce serait intéressant, vous, futurs professionnels, de voir comment on peut travailler sur le paysage de maintes façons. Voilà, à vous de jouer. Merci Élodie. Donc je vais d'abord commencer par me présenter. Donc je suis Katia Perrin, je suis chargée de mission au Conservatoire du Littoral. Donc on travaille depuis maintenant de longue date avec le CAUE de la Gironde, depuis 2015 précisément. Avec Sébastien notamment sur différents sujets, notamment la pointe du Médoc, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ce secteur-là, sur ce territoire en jeu. On a à la fois une approche paysagère, mais pas que. On vous en dira peut-être un petit peu plus tout à l'heure à l'issue de cette présentation, qui va se concentrer principalement sur le changement climatique et la gestion souple du trait de côte. Donc on est effectivement, nous, conservatoire, aux premières loges, parce qu'on a 20% du linéaire côtier. On est du coup en première ligne des questions de changement climatique, de submersion, d'érosion. Et donc on a déployé en 2017 ce programme Adapto. Je vais peut-être changer les slides pour qu'on puisse démarrer, qui vise vraiment à explorer des solutions fondées sur la nature. Je vais vous en parler un petit peu plus. Alors je crois qu'avant, oui, j'ai rajouté une slide pour vous, les étudiants de l'école de l'ENSAP, pour vous présenter un petit peu le conservatoire, parce que vous ne savez peut-être pas tous ce que fait le conservatoire, ce qu'est le conservatoire. Le conservatoire est un établissement public qui est rattaché au ministère de la Transition écologique. Donc on a été créé par la loi du 10 juillet 1975. On a une mission principale et première qui est l'acquisition foncière. Donc on achète des espaces littoraux pour les préserver leur intégrité
tout projet qui pourrait menacer et remettre en question leur intégrité. Donc on acquiert à la fois l'amiable par préemption expropriation et puis surtout après on mène les travaux de restauration qui conviennent et on confie en gestion ces espaces aux collectivités ou associations et à d'autres partenaires qui nous accompagnent au quotidien. Donc c'est pas nous qui gérons les sites au quotidien. Chaque année on a une foule de gestionnaires qui interviennent sur les espaces pour pouvoir mener la feuille de route, je dirais, à long terme qui vise à préserver nos littoraux. Donc on est à peu près 10 délégations de rivage. Donc moi je fais partie de la délégation Aquitaine, ex-Aquitaine. Donc on n'est pas nombreux, on a une dizaine d'agents. Donc moi je suis chargée de mission territoriale. Donc je m'occupe à la fois du Médoc, de l'estuaire de la Gironde et des Landes. Et on est 180 agents à l'échelle nationale, donc parfois avec des statuts très différents, contractuels, fonctionnaires. Moi, en l'occurrence, je suis fonctionnaire mise à disposition pour le compte du conservatoire sur une mission renouvelable. Ça fait 12 ans que je suis au conservatoire. Donc on est sur des missions assez stratégiques puisqu'on travaille avec des élus, avec des acteurs, des usagers. Mais on n'est pas que 180, je dirais, parce qu'on a 900 gardes et agents qui sont employés par les gestionnaires, qui chaque année du coup font vivre ces sites, engagent des actions, une surveillance qui est nécessaire pour nous. On dit souvent que c'est nos yeux, nos oreilles, mais c'est vraiment le cas. Voilà, pour mener à bien la mission du conservatoire qui est d'acheter le tiers littoral. Donc on est aujourd'hui à 215 000 hectares à l'échelle nationale acquis, donc ça représente 10% du littoral, ça fait 750 sites. C'est beaucoup, mais c'est pas encore suffisant par rapport à la feuille de route que l'établissement s'est fixée avec le ministère de la Transition écologique. On doit atteindre ce tiers littoral, donc les 25% de linéaire côtier. En Aquitaine, ça représente 8000 hectares, une quarantaine de sites, donc répartis vraiment de la pointe du Médoc en passant par les îles de l'Estuaire, jusqu'au bassin d'Arcachon, au Pays Basque, sans oublier les Landes bien sûr. Donc ça fait une grosse mission pour nous. On s'inscrit donc dans ce programme Adapto un peu comme des précurseurs, je dirais, parce qu'on est effectivement en dialogue depuis pas mal d'années sur le sujet avec le ministère de la Transition écologique, étant effectivement largement propriétaire du linéaire côtier, comme je le disais tout à l'heure en première ligne, des effets du changement climatique, donc ces questions d'érosion, de submersion et de salinisation que vous connaissez peut-être pas. Mais on a souvent des constats sur les marais, les terrains et les espaces qui nous amènent à voir les milieux changer, les habitats naturels changer, parce qu'on a des remontées d'eau salée. Donc c'est aussi une problématique qui nous amène à réfléchir, à nous adapter. Donc effectivement, vu de ce constat, on s'est dit qu'il fallait qu'on s'engage en tant que agent et organisme de l'État sur une mission qui était d'infuser les questions de prise en compte du changement climatique dans la gestion des territoires et dans l'aménagement des territoires. Donc c'est sur ce constat-là qu'en 2017, on a saisi l'opportunité d'un programme européen, le LIFE Adapto, donc adaptons-nous, pour proposer des solutions fondées sur la nature et surtout les expérimenter au travers de 10 sites pilotes que je vous présenterai tout à l'heure, car l'idée est vraiment de réfléchir à nouer des relations avec la nature et ne plus continuer à faire ce qu'on faisait avant, à durcir la côte, à enrocher, à créer des digues, des épis pour se protéger de la submersion. Parce qu'à long terme, ce ne sont pas des solutions pérennes et ce sont souvent des solutions coûteuses. Donc pour nous, les solutions fondées sur la nature sont des solutions d'avenir. Voilà, donc on a déployé cette démarche qui était un peu exploratoire à l'époque. Quand on a écrit la feuille de route, on ne savait pas trop où on allait et finalement on a réussi au travers de ces 10 démarches à en sortir l'essentiel, à trouver des composantes communes au site sur des territoires à enjeux en plus très différents. Ce qui était commun par contre à tous les sites, c'est qu'on était sur des espaces à dominante agricole ou naturelle. On n'a pas réfléchi à la question sur des territoires urbains parce que compte tenu de la présence d'enjeux humains, c'était bien trop complexe et c'est pas la mission du conservatoire. Donc on s'est concentré vraiment sur 10 sites pilotes, donc qui sont répartis sur la façade de France métropolitaine et d'outre-mer.
Donc vous avez à la fois des sites répartis sur le rivage du nord de la France, notre façade atlantique, des territoires de Méditerranée et de Guyane. Et donc le choix de ces 10 sites s'est fait en fonction de la diversité. On s'est avant tout dit il faudrait qu'on puisse avoir des sites pilotes qui sont à la fois des sites dunaires, des sites de marais, des deltas, des lagunes, des mangroves, parce que cette diversité, elle va être intéressante pour nourrir le programme et elle va nous permettre, au vu des différents enjeux et du contexte, de comprendre quelles sont finalement les composantes communes à tous ces sites et en quoi les solutions fondées sur la nature pourront nous apporter une réponse pour faire face au changement climatique et aux effets de ce changement et aux changements globaux. Voilà, donc l'idée était avant tout dans cette démarche d'essayer de se rapprocher au maximum du fonctionnement naturel des écosystèmes, parce que c'est comme ça qu'on atteint l'équilibre. Et on a pu, au travers de ce programme, je peux vous en parler aujourd'hui parce qu'on l'a restitué en 2022. Il y a eu tout un travail en plus de pédagogie, de communication. On vous a ramené des plaquettes aussi pour que vous puissiez vous repartir avec ces éléments-là. Ce programme a vraiment clairement témoigné ses effets, ses bénéfices, tant dans le dialogue qu'on a eu avec le territoire, avec les élus, les usagers. Et pourtant, c'était pas gagné au départ parce que les situations étaient assez diverses et les contextes parfois politiquement compliqués. Voilà. Donc pour résumer le programme, c'est une approche pluridisciplinaire qui est intéressante, alors qui va vous intéresser sur le volet paysage, parce que le paysage y tient une place importante, mais on a aussi d'autres thématiques qui ont été étudiées. On a tout d'abord commencé sur les sites par l'approche des risques naturels, donc vraiment modéliser ces risques et comprendre en gros quels étaient les contextes à chaque fois sur chacun de ces territoires. On a également évoqué, étudié le patrimoine naturel qu'on connaît, nous, sur nos sites en tant que propriétaires publics. Et les gestionnaires, bien évidemment, font vivre ces suivis, ce patrimoine naturel. On étudie les habitats de faune, de flore. On fait des cartographies et ça nous permet de comprendre les contextes un peu évolutifs des sites soumis justement à l'érosion, soumis aux tempêtes. Donc ça, c'était une approche importante du programme pluridisciplinaire. Donc le paysage a été important et vous le verrez avec Sébastien, on a déployé toute une approche très complète. Et on vous présente aussi d'autres cas sur d'autres sites du conservatoire, sur les 10 démarches que j'ai présentées tout à l'heure. On a une approche perception sociale. C'était important de pouvoir comprendre quel était le regard des usagers, des acteurs du territoire, des élus. Et puis surtout de travailler aussi à comprendre quelles étaient la compréhension des mécanismes, changement climatique, gestion souple, adaptation. On a pu aussi travailler sur du vocabulaire, une approche pédagogique très intéressante pour vous faire comprendre aujourd'hui quel est ce programme et ce que ça peut amener pour la suite. Et puis on a travaillé sur un autre volet qui est l'économie des territoires, l'évaluation des services et bénéfices liés à la renaturation ou à la gestion souple du trait de côte. Là, en l'occurrence, sur l'île Nouvelle, on a eu l'INRAE, l'Institut national de recherche agronomique et environnementale, qui nous a accompagnés sur le programme pendant 3 ans. Avec une approche un peu spécifique que j'évoquerai tout à l'heure. Un autre volet important dans ce type de démarche que vous emploierez vous peut-être dans vos métiers présents, futurs, c'est la médiation. Elle est très importante parce que c'est un maillon important pour rassembler, pour mobiliser, pour décider les élus à vous suivre et à adhérer en tout cas au programme. Donc ça a été un des volets, je dirais, les plus conséquents. Alors pas déployé de la même manière partout. J'en parlerai tout à l'heure, mais sur l'île Nouvelle, au démarrage du projet, ça n'a pas été forcément évident. On nous a un peu pris pour des fous quand on a proposé de créer une brèche dans la digue nord-est de l'île. Voilà. Et puis après, la phase finale, qui finalement a été la phase la plus riche, je dirais, du programme.
ça a été l'approche pédagogique du programme Adapto. Donc on a travaillé à la fois avec le CAUE et puis le Centre permanent d'initiative à l'environnement du Médoc, parce que c'est pas le métier du conservatoire de faire de la communication. Donc c'est bien que je sois là et qu'on porte davantage la parole sur ces programmes-là, mais c'est vrai qu'on a souvent des acteurs qui sont des associations et plutôt des vrais animateurs de terrain qui portent souvent la parole du conservatoire sur ce type de programme. Mais voilà, l'approche pédagogique, elle est importante et elle est essentielle pour qu'on puisse aussi répliquer et reproduire un peu ce type de démarche et puis la faire infuser auprès d'autres territoires plus larges, et on en parlera aussi à la fin de la présentation. Donc pour venir au sujet qui nous occupe, alors on a 3 sites pilotes en fait sur le territoire qui est couvert par la délégation Aquitaine dont je fais partie. Donc il y a un site qu'on va aborder aujourd'hui plus spécifiquement, qui est l'île Nouvelle, donc qui fait partie du plus grand estuaire d'Europe, l'estuaire de la Gironde. De l'autre côté de l'estuaire de la Gironde, il y a mes collègues qui travaillent sur les marais de Mortagne, donc j'ai beaucoup collaboré avec eux pour l'approche scientifique notamment. Et puis il y a 2 autres sites chez nous, donc sur le bassin d'Arcachon. Donc ma collègue n'est pas avec moi aujourd'hui, mais elle pourrait vous en parler très bien. Donc il y a l'île de Malpras et le domaine de Certes-Graveyron également, sur lesquels on a travaillé sur le programme Adapto. Alors moi je vais vous parler de l'île Nouvelle. Donc l'idée aujourd'hui, pour que vous puissiez un peu suivre, que ce soit intéressant, assez pédagogique pour vous, c'était de vous raconter un peu l'histoire de Nouvelle. Pas comme on le fait habituellement, mais plus à des étudiants de l'ENSAP. Voilà. Je vais vous parler de l'intervention du conservatoire. Surtout, mon idée, c'était aussi de vous présenter la genèse du projet de renaturation et de gestion, parce que ça peut être parfois très long, mais c'est important de voir d'où on part pour voir le chemin parcouru et voir où on est arrivé aujourd'hui. Parce qu'en 10 ans, c'est une belle réussite aussi. Je vais vous parler du programme Adapto, bien sûr, et de ses résultats. Et là, je vous ai mis comme point de départ 2 photos. Donc une photo en 99 de ce qu'était l'île au moment où on avait encore un agriculteur. Enfin, un petit peu après que l'agriculteur soit parti, pardon. Mais on est sur un polder, donc une île qu'on appelle un polder, parce que c'est une île qui est encore endiguée. Donc elle est ceinturée par des digues de premier rang, qu'on appelle les digues de premier rang là autour. Après, il y a des digues de second rang. Et je vous ai mis une autre photo, alors que vous ne voyez pas, parce que je la cache peut-être. Une photo de l'île en 2012, donc après la tempête Xynthia, donc la brèche s'est créée. Et voilà, donc c'est déjà 2 états en quelques années qui montrent qu'un milieu peut évoluer très très rapidement, soumis à l'influence des marées, des tempêtes, ça peut générer de nouveaux paysages. Alors l'île Nouvelle, en fait, elle a commencé à apparaître, si on repart vraiment des cartes historiques au XVIIIe siècle, début du XVIIIe siècle. Au départ, c'est vraiment un banc de vases qu'on appelle un vasard. Puis progressivement, on voit apparaître en 1825 sur les cartes de l'état-major 2 îles, donc une île Bouchot et une île Sampin, qui sont en fait les prémices de l'île Nouvelle. Et progressivement, en 1870, apparaît l'île Nouvelle qui finalement a été créée et est apparue grâce aux travaux anthropiques, donc aux travaux de confortement du chenal de navigation des navires qui souhaitaient rejoindre le port de Bordeaux. Donc je suis passée peut-être un petit peu vite, mais on avait en fait un chenal qui passait... un chenal de navigation qui passait là, ici. Donc il y a eu des travaux de confortement en fait pour consolider une digue entre les 2 îles et faciliter le passage des bateaux jusqu'au port de Bordeaux. Et donc ces travaux ont favorisé du coup le raccrochage de l'île Bouchot et l'île Sampin pour ne former qu'une seule île en 1870. Et donc apparaît l'île Nouvelle. Donc là je vous ai remis une carte en suivant si ça veut bien marcher. Excusez-moi, voilà. Donc une carte de l'archipel des îles de l'estuaire, parce qu'il y a l'île Nouvelle, mais il y a également d'autres îles.
Donc au nord, vous avez l'île de Patiras, sur laquelle se trouve le phare de Patiras. C'est aujourd'hui la dernière île agricole de l'archipel des îles. Vous avez le Vazard Bechevel, qu'on appelle encore le Vazard Bechevel, mais qui est déjà végétalisé. C'est finalement l'île la plus mince, la plus faible en termes d'altitude. Et puis on a l'île Nouvelle, donc qui est vraiment issue de la réunion de deux îles, l'île Bouchot et l'île Sampin que j'évoquais tout à l'heure. Juste en dessous, on a l'île Patay, sur laquelle se trouve le fort Patay, qui constitue une partie du verrou de l'estuaire de la Gironde, que vous connaissez peut-être, avec d'un côté la citadelle de Blaye côté rive droite, le fort Cussac côté rive gauche. Donc c'était l'ouvrage, en tout cas le verrou de l'estuaire, qui permettait de protéger Bordeaux des assaillants. Donc on a encore un témoignage de toute cette époque, de toute cette histoire. Alors le fort Patay n'est pas au Conservatoire du Littoral, parce qu'on me pose souvent la question, donc j'anticipe. Et puis juste en dessous, vous avez la plus grande des îles de l'estuaire, qui fait 12 km de long, qui s'appelle la Grande Île. Donc sur la carte, elle s'appelait encore l'île du Nord, puis progressivement, elle s'est appelée la Grande Île, parce qu'elle est issue également de la réunion de l'île Mako, de l'île Verte au nord et de l'île Cazaux au sud. Donc vous voyez à quel point déjà le paysage insulaire peut changer aussi au fur et à mesure des époques. Et donc tout ça conforté par les travaux de dragage, de facilitation du chenal de navigation. Donc l'homme a concouru pour beaucoup à former ces îles, finalement à les consolider. Voilà. Et donc, pour revenir un petit peu sur Nouvelle, l'île a connu vraiment un âge d'or avec la mise en place de la viticulture sur l'île dans les années au tout début du XIXe siècle. À l'époque où le cours du vin montait, il y a eu une problématique sur le continent d'attaque d'un petit ravageur qui s'appelle le phylloxéra, qui a détruit décimé des champs entiers de vignes. Donc sur l'île Nouvelle, on avait là un territoire protégé de ce phylloxéra. Par les inondations régulières de l'île, le phylloxéra n'arrivait pas à gagner ses vignobles. Et donc il y a eu, on appelle l'âge d'or des îles, parce qu'il y a eu jusqu'à 150 habitants sur l'île Nouvelle, il y en a eu 500 sur la Grande Île. Et il y avait une vraie vie sur ces îles-là. On avait un village avec les commerces, les habitations, les écoles. Il y avait un professeur qui venait dispenser les cours auprès des écoliers. On vivait complètement en autarcie sur ces îles-là. Il y avait 2 villages sur l'île Nouvelle. On avait le village de l'île Sampin, donc sur la partie sud de l'île, et le village sur l'île Bouchot. Voilà, il y a eu effectivement une période très, très riche pour ces îles qui étaient issues et héritées des limons, donc de l'estuaire, donc des terres très fertiles, très riches. Et progressivement, la culture céréalière s'est installée. Voilà, avec la chute du cours du vin aussi, et puis une culture finalement moins consommatrice en main-d'œuvre, beaucoup plus productive, puis qui répondait aussi à la demande de l'époque de produire de la céréale. On a arraché les vignobles, donc les îles se sont dépeuplées progressivement, et les Nouvelles s'est dépeuplé. On a, nous, acheté l'île, j'en parlerai un peu plus tard, au moment où il y avait encore un agriculteur. Mais voilà, c'était le dernier témoignage des îloutes, qu'on appelle les îloutes, les habitants des îles. Voilà, donc quelques photos pour vous témoigner un peu la vie de ces îloutes là qui vivaient des conditions difficiles, avec les tempêtes, les marées de l'hiver, et l'isolement aussi, ces îles qui sont quand même assez éloignées des rives. Je vous ai remis une petite carte pour que vous puissiez voir, vous, en tant qu'étudiant paysagiste, aussi l'évolution de ces paysages. Donc, sur l'île Nouvelle, on avait 2 îlots, effectivement, en 1956, 2 îlots culturels. Donc, vous voyez bien la séparation entre l'île Bouchot au nord et l'île Sampin, avec un village au centre de ces 2 îlots. Principalement, ce qui dominait, la culture, le vignoble un petit peu, et puis un début de roselière, de ceinture de roselière par endroits. Cette occupation humaine, elle a évolué dans les années 70, avec effectivement ces îles qui se sont dépeuplées des îlots, et puis finalement l'apparition d'un agriculteur qui a repris la main sur cette île, et qui a travaillé à faciliter aussi le travail de la terre, l'exploitation de l'île.
Donc ça, c'est important aussi d'avoir ça en tête parce que les paysages de l'île ont clairement évolué et voilà, c'est ce que le CAUE aussi de la Gironde a pris en compte dans le travail d'approche paysagère pour témoigner de la mémoire de ces îles. Et on aime à le rappeler. Voilà, voir où on est parti, où on est arrivé. Alors nous, le conservatoire, on intervient finalement un peu tard par rapport à cette histoire humaine qui a été riche, qui a démarré très tôt, au début du 19e. On intervient en 91 en fait par deux objectifs principaux. Déjà d'une part, après discussion avec le département de la Gironde qui est aujourd'hui notre gestionnaire de l'île, et puis parce qu'on a été finalement approché par les propriétaires de l'époque. Donc le conservatoire en tant que établissement public dont la mission première est l'acquisition foncière s'est dit pourquoi pas aller sur un espace comme celui-là. On est sur un territoire qui a une histoire humaine incroyable. On est sur un axe majeur de migration pour les oiseaux, plus grand estuaire d'Europe. On a là 260 hectares de marais endigués avec une occupation agricole forte à ce moment-là, mais avec un projet possible à imaginer. Tout restait à imaginer en fait. On a confié donc le site, c'est comme ça que ça se passe toujours pour le conservatoire en gestion à notre collectivité qui est le département de la Gironde, donc qui est notre gestionnaire aujourd'hui. Et le projet a commencé à mûrir dans nos têtes. Donc vous voyez, entre 91 et 98, c'est déjà passé 7 ans. À l'époque, on s'est dit il y a quelque chose à faire, on pourrait ouvrir une brèche volontaire, donc sur la digue nord-est de l'île, ici. Et en fait, la tempête Klaus arrive avant, et la tempête Klaus arrive avant, elle ouvre une brèche dans la partie sud-est de l'île. Et elle inonde tout. Elle inonde les terrains, les bâtiments. On prend conscience que effectivement la relation avec l'estuaire est mince, elle est étroite, et qu'un projet de remise en eau des marais est possible. Donc voilà, aidé par la tempête, la prise de conscience finalement a été accélérée. On a réfléchi à un jumelage avec une île hollandaise dont déjà le travail était engagé sur des questions de renaturation. Donc c'est l'île Tegenmeten que je vous ai cité ici. Ça a été finalement notre partenaire qui nous a nourris au début du projet. Puis on a lancé un plan de gestion, le travail a continué, il a perduré. Finalement, dans le plan de gestion, le conservatoire et le gestionnaire, donc, qui est le département de la Gironde, ont dit en fait, il faut qu'on ouvre une brèche volontaire, il faut qu'on le fasse. Donc tout le monde nous prenait pour des fous à l'époque, et on s'était dit voilà, on va venir avec une pelle, on va ouvrir cette brèche et on va remettre en eau l'île. Et puis Xynthia arrive, et du coup Xynthia crée une brèche dans cette partie nord-est là de l'île, et remet en eau du coup la totalité de l'île Bouchot que vous avez ici. L'île Sampin est ici. Et donc on avance sur le projet et on prend conscience effectivement que la renaturation est engagée. Entre-temps, on achète du foncier, et ça c'est important parce que le conservatoire du coup a aujourd'hui la pleine maîtrise de l'île. C'était pas le cas quand on a démarré le projet parce qu'une partie était encore au port de Bordeaux. Voilà, donc alors je vais un peu vite, pardon, zut. Donc cette brèche que j'évoquais tout à l'heure, voilà, elle apparaît ici avec Xynthia. La brèche de Klaus était ici sur la partie Sampin. Et donc la gestion aujourd'hui qui est la nôtre, elle fonctionne de deux manières. Donc on a choisi de faire de la libre évolution sur toute la partie rose que vous voyez ici. C'est-à-dire qu'on n'intervient pas. Libre évolution, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travaux. Le conservatoire et le département ne colmatent pas les brèches, ne renforcent pas les ouvrages, les digues. Donc on laisse le milieu évoluer naturellement. Et ailleurs, on intervient de manière semi-contrôlée, c'est-à-dire qu'on gère les niveaux d'eau, malgré tout, en fonction de la périodicité de l'année, des besoins qu'on a d'accueillir des oiseaux, de favoriser la biodiversité ou la mosaïque d'habitat. Là, on gère les niveaux d'eau. Voilà. Donc, il y a vraiment une gestion en faveur de la libre évolution ici et une gestion qui est contrôlée avec les agents de terrain.
donc le département de la Gironde. Voilà, donc on avait effectivement à souhait sur ce site-là d'accueillir un peu un espace pilote exploratoire sur les changements climatiques et d'accueillir le public et de vous accueillir vous sur la partie sud de Sampin. Donc la seule partie qui est ouverte au public aujourd'hui, c'est la partie que vous voyez ici. Donc les 2/3 de l'île sont vraiment réservé à la libre évolution. Donc là, on a vraiment un espace qui a été ouvert pendant la tempête Xynthia, qui s'est dévasé, revégétalisé. Et là, sur l'île Sampin, on a une zone qu'on appelle une zone un peu tampon, qui protège du coup la partie ouverte au public de la zone laissée en libre évolution. Et ici, donc, vous avez le ponton d'accès, vous avez le village, et tout le sentier pédagogique de 3 km de long sur lequel le public peut déambuler et découvrir à la fois les roselières qui du coup sont également les roselières qu'on retrouve sur la partie nord, également la forêt alluviale. Donc l'idée était en fait de donner à voir au public ce qu'on ne peut pas voir sur la partie laissée en libre évolution. Et on a travaillé avec le département de la Gironde pour réfléchir à un parcours, un programme d'interprétation qui vous permette de voir ces paysages qu'on retrouve au nord, sur cette zone qu'on a souhaité garder libre et en zone de quiétude pour pas déranger les oiseaux, les espèces et pouvoir retrouver cette diversité d'habitat. Et donc la partie Sampin est la seule zone qui accueille le public, mais elle donne à voir ce qu'on peut voir sur la partie nord. Donc ça, c'est important de le rappeler. C'est un espace que vous pouvez aller visiter à tout moment. Aujourd'hui, on a à peu près 4000 visiteurs sur l'île. On a beaucoup d'événements avec le département de la Gironde, notamment à partir du mois d'avril jusqu'au mois de septembre-octobre, qui permettent de découvrir l'histoire des lieux, la culture, la vie sur l'estuaire, le patrimoine naturel et le paysage. Et notamment depuis récemment les questions de changement climatique et d'adaptation, parce qu'on y travaille beaucoup. Ça fait partie des dominantes un peu sur la pédagogie qu'on essaye de traiter, d'approcher avec le public sur l'île. Donc c'est un site qui est encore très préservé. On a à souhait de rester sur une jauge publique assez faible pour préserver la quiétude des lieux. Voilà. Alors j'essaye de faire passer la slide suivante. C'est un petit peu lourd parce que c'est des photos satellites. Voilà. Alors là, je vous ai présenté un petit peu comment ça se passe la reconnexion marine, comment ça s'est passé sur Nouvelle. C'est important pour vous, je pense, par rapport à votre approche paysage, de pouvoir aussi à chaque fois appréhender, schématiser. Les photos satellites parlent bien pour ça, notamment, de comprendre ce qui s'est passé. En fait, on avait effectivement une île qui était assez peu diversifiée avant Xynthia, qui était assez uniforme, un polder. La Xynthia est arrivée, on a eu une voie d'eau qui s'est créée sur la partie nord-est. Donc diminution du couvert végétal, déboisement, apparition d'une vasière qui s'est progressivement engraissée. Et puis en l'espace de 3 ans, à peine, la roselière s'est réinstallée. On a commencé à retrouver vraiment cette mosaïque des habitats à partir de 2014, de retrouver cette diversité de végétation qui favorise du coup la diversité des niches écologiques, la présence de nombreuses espèces d'oiseaux, mais pas seulement, également en poissons. Et aujourd'hui, ce que vous avez là, la dernière photo, se rapproche le plus de l'état actuel, 2018. Et en fait, on suit cette approche-là aujourd'hui de manière précise, parce que c'est important de pouvoir voir aussi les évolutions, les éventuelles apparitions de brèches, les secteurs sensibles à suivre dans le temps. Ça nous permet, nous, d'avoir une gestion un peu adaptative, de décider à tout moment de ce qu'il faut faire ou suivre, ou d'avoir une vigilance. Donc là, une petite photo aussi. Voilà, donc la voie d'eau qui s'est créée à Xynthia. Donc là, vous avez la digue de premier rang ici. Vous avez des digues qu'on appelle les digues de second rang. Et la voie d'eau s'est créée très rapidement avec une submersion qui est passée, donc une vague qui est passée au-dessus de la berge. Et donc cette coursive, donc cette voie d'eau qui s'est créée sur 1 km de long, qui est rentrée dans l'île.
à modifier complètement les paysages de l'île et à générer une nouvelle mosaïque des habitats. Donc voilà, avec Bouchot, Sampin, la séparation, vous voyez bien déjà tout le travail mené depuis 10 ans avant Xynthia par le département et le conservatoire pour retrouver, grâce à la gestion des niveaux d'eau, cette mosaïque des habitats. Je passe vite parce que je passe un peu de temps sur des explications. Alors voilà, l'île Bouchot en 2012, l'île Bouchot en 2017, donc il s'est passé 5 ans. Voilà, on voit déjà l'évolution. Effectivement, dans le programme Adapto, l'île Nouvelle faisait partie des sites les plus avancés. Alors parce qu'on avait déjà engagé les suivis, déjà engagé finalement les travaux nécessaires à cette reconnexion à l'estuaire, à cette gestion des niveaux d'eau sur la partie Sampin. Et puis parce qu'on avait déjà finalement fait certains choix que d'autres sites n'avaient pas encore engagés. Donc le programme Adapto, donc je l'ai présenté tout à l'heure et je vais passer assez rapidement. Ça a été différentes thématiques. On a souhaité poursuivre le suivi de la biodiversité dans le programme Adapto au travers d'un partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle, qui a déployé la même démarche sur les 10 sites pilotes. L'idée était d'avoir un critère d'évaluation de ce que peut apporter la gestion souple. Le critère d'évaluation était un indicateur de qualité écologique qui permettait de raccrocher à la fois à travers la diversité des habitats, les statuts de protection et la fonctionnalité écologique, donc ça vous parlera peut-être pas trop, mais je vais y revenir derrière, de voir en gros quel est l'intérêt du site et qu'est-ce qu'il en ressort. Et donc là, quand on regarde les chiffres, effectivement, sur les suivis de la biodiversité, donc entre l'image de ce qu'était le polder en 2006 de Nouvelle et le site post-renaturation, on est effectivement, vous le voyez, sur une vraie mosaïque des habitats, une roselière qui s'est largement réinstallée, un boisement alluvial, des freinets un peu en formation sur la partie sud, sur les berges. Voilà, donc un gain d'habitat qui est effectivement notoire. Donc l'indicateur de qualité écologique que j'évoquais tout à l'heure, pour ceux que ça intéresse le plus, il y a peut-être des naturalistes parmi vous. Donc rapidement, le schéma orange là montre ce qu'était l'indicateur de qualité avant qu'on ait une île renaturée, donc au travers des nombreux suivis qu'on avait déjà engagés, et notamment les suivis oiseaux. Et l'indicateur de qualité, schéma bleu là que vous voyez, indique ce qu'est la qualité de l'île après la renaturation, donc la reconnexion au fleuve. Effectivement, on voit qu'elle rend des bénéfices pour des questions de régulation du climat, du cycle de l'eau. Donc ça, c'est tous les services rendus, pour que vous puissiez vous comprendre. Et donc plus elle est proche effectivement du graphique, du bord de la périphérie du graphique, plus cet indicateur est fort. Et sur l'île Nouvelle, elle est très très forte. Donc on est sur un site effectivement où les bénéfices de la reconnexion à l'estuaire et les bénéfices d'une gestion souple sont clairement évidents. Au niveau des oiseaux, on a pu effectivement constater une apparition de nombreuses espèces qui ne fréquentaient pas le site avant la reconnexion. On a retrouvé notamment une belle population de spatules blanches et puis de petits hérons. Donc tous les hérons là que je cite, les blangius nains, le bioro gris, héron garde-bœuf, tout ça, c'est des espèces vraiment patrimoniales qui fréquentent Nouvelle en nidification, en survol, en nourrissage et vous le voyez, on a une belle population. Il y a un petit loupé là 2020, mais je crois que vous savez tout ce qui s'est passé en 2020 avec le petit Covid, donc le gros Covid. C'est pour ça qu'on a des suivis qui n'ont pas pu être menés, donc ce qui explique que sur ce graphique-là, il y a effectivement peu de données. Et dans le programme Adapto, on s'est intéressé aussi au suivi poisson, parce que c'était important de regarder aussi sous l'eau ce qui s'y passe. C'est d'ailleurs le seul volet poisson qu'on a déployé à l'échelle des 10 sites pilotes dans Adapto. Et l'Institut national de recherche de l'agronomie et d'environnement nous a accompagnés pendant 3 ans et a montré que cette reconnexion avait été bénéfique pour le retour de nombreuses espèces essuariennes comme le mulet-porc, le bar commun que vous voyez ici, et que du coup ces poissons venaient se nourrir, se reproduire dans la zone dépoldérisée que vous voyez au nord là, qui est la zone en verte. Donc c'est plutôt chouette, voilà.
Après, cette approche INRAE, elle s'est aussi intéressée à l'évaluation sous l'angle économique. Et donc, elle a mis en évidence que cette reconnexion à l'estuaire, elle était intéressante pour les pêcheries commerciales, parce que du coup découle de la présence de ces espèces puis tout un tas d'activités, et puis également pour la pêche de loisirs. Donc là, je donne pas les chiffres, mais si ça vous intéresse, j'ai ramené des plaquettes qui pourront être utiles. Tout ça pour vous dire que voilà, le programme Adapto, dans l'approche des 10 sites pilotes, on a travaillé à faire des scénarios sur si on restait sur un modèle de on résiste, on maintient les digues, on colmate la brèche, ou à l'inverse, on s'adapte, qu'est-ce qui se passe? Donc le scénario s'adapter sur l'île Nouvelle, c'est le scénario d'aujourd'hui. C'est le scénario de l'île Bouchot avec la gestion de l'île Sampa, avec la gestion des niveaux d'eau fine qu'on fait chaque année. C'est aussi le scénario laisser l'île Bouchot, donc la partie nord de l'île en libre évolution. Donc c'est la partie que vous voyez, la photo que vous voyez en bas. Le scénario résister, c'était l'île avant, au temps agricole, avant que le conservatoire et le département engagent le choix de renaturer. Et donc si on s'adapte, si on résiste, qu'est-ce qui se passe? Quel est le meilleur scénario? Le meilleur scénario, au vu des 10 démarches et des sites, et notamment sur Nouvelle, prouve que le scénario s'adapter est le meilleur, puisqu'on fait une économie considérable en matière de coûts de gestion, de retour sur des services écosystémiques, de bénéfices. Donc là, pareil, c'est un petit schéma qui chiffre combien on pourrait gagner en matière d'épuration des eaux, combien on pourrait stocker de carbone grâce à l'installation de roselières, à l'installation de marais qui jouent vraiment leur rôle de marais comme puits de carbone. Donc voilà, c'est des données intéressantes. Souvent, ça parle aux élus parce que on n'a pas injecté de l'argent pour rien et on travaille vraiment sur le long terme. Donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà. Donc j'ai fini pour cette partie-là. Je vais passer la parole à Sébastien parce que je parle beaucoup. Oui, je vais aborder avec vous l'approche paysagère, puisque l'approche paysagère est un des éléments d'Adapto, avec des exemples d'abord sur les autres sites au nord de la France, où le Conservatoire du littoral a travaillé avec l'École nationale supérieure du paysage de Versailles, où ils ont fait travailler des étudiants sur l'analyse paysagère et sur des projets de paysage. Pourquoi ? Parce que, vous le savez déjà, mais le paysage, c'est vraiment une entrée particulière c'est une porte d'entrée sur le territoire, c'est une porte d'entrée auprès des usagers, c'est un moyen de communiquer, c'est un moyen de médiation et aussi un moyen de sensibilisation sur ces paysages et sur les dynamiques que l'on peut rencontrer sur ces territoires. Donc voilà, l'analyse paysagère a été faite sur la baie d'Authie. Là, ce sont des exemples sur le marais du Brouage et la baie d'Authie. Donc l'analyse sensible a été faite par les étudiants. Et il y a eu des présentations auprès des restitutions auprès du conservatoire, auprès des élus. Ça a servi de support de sensibilisation pour le grand public. Et c'est ce que l'on a essayé, nous, de faire. Je passe rapidement, parce que ce sont des exemples qui ne sont pas les nôtres. Donc je passe rapidement. C'est ce qu'on a essayé de faire, nous, sur l'île Nouvelle. Le conservatoire nous a sollicité le CUE, justement, pour essayer à la fois d'avoir ce regard de paysagiste sur l'île et aussi pour passer un peu à la moulinette toutes les données scientifiques qui pouvaient être assez abstraites en fait pour le grand public. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est à la fois de regarder les données scientifiques, mais aussi de regarder le passé, de regarder la dimension sociale de toute l'histoire de cette île. Et on a essayé, à travers des blocs très très simples, de montrer l'évolution passée. Enfin, on a regardé le passé, on a regardé le présent, à chaque fois avec des grandes étapes pour bien caractériser en fait les différents espaces de l'île et ensuite après proposer des possibles évolutions. Attends, je vais rester peut-être là-dessus. Si on peut revenir sur la précédente. Ouais, voilà.
La première, c'était ça, c'était de montrer que jusqu'à présent, enfin jusqu'avant l'acquisition par le conservatoire, on avait un espace qui était très simple, qui était entièrement dévoué à l'agriculture, qui posait dès le départ des petits problèmes par rapport aux gestions des berges, aux gestions des digues, parce qu'elles n'étaient pas protégées, pas plantées, que l'agriculture venait jusqu'au bord de ces espaces-là, et que c'était, en fin de compte, un espace difficile à tenir, un espace difficile à figer dans cet état. Vient ensuite l'acquisition, enfin tout ce que vient d'expliquer Katia, et on a fait le deuxième bloc qui était sur l'état actuel. Alors, reviens... déjà, quand on les superpose, quand on les compare, on peut montrer très rapidement avec une image simplifiée que nous permet le bloc de montrer la richesse et la diversité des paysages que l'on a pu créer sur cet espace en quelques dizaines d'années. C'est aussi de renommer les différents espaces, de zoomer par exemple sur le village sans pin, qui est aujourd'hui un élément patrimonial important, qui est un support c'est le point de départ pour les visites, c'est un support pour les documents historiques, pour parler de la vie sur l'île, donc c'est vraiment un élément qui est fort. C'est aussi un support pour pouvoir parler de toute la dynamique que l'on a, toute la dynamique maîtrisée que l'on a sur la partie sud avec le parcours pédagogique. Et puis c'est de montrer peut-être au grand public, à travers le bloc et à travers des zooms photos et des explications, ce qu'est la partie nord que les gens ne peuvent pas voir en fait quand on vient visiter l'île Nouvelle. Donc l'entrée paysage a servi de support pédagogique en fait pour le grand public. Et la troisième phase, sur laquelle on a un peu plus travaillé, c'est l'évolution possible. Et l'évolution possible, on a essayé de retranscrire un peu toutes les données scientifiques sur comment pouvait encore évoluer l'île, notamment sur cette partie qui est en libre évolution. Et montrer à travers cela ce qu'il faut peut-être laisser partir, laisser évoluer librement, et ce qu'il faut absolument tenir. Parce qu'en fin de compte, c'est ça, cette gestion souple ne veut pas dire l'absence de gestion. Ça veut dire qu'on va focaliser nos efforts à certains endroits pour pouvoir laisser d'autres espaces évoluer librement. Et on a fait plusieurs scénarios avec ma collègue Justine, où on a regardé des brèches. Il y en a une au nord-est, il peut y en avoir une un peu plus près sur la façade est. On peut imaginer que la coursive ressorte, et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer. Vous voyez juste... Attends, je vais prendre le laser. Voilà, ce qu'on a essayé de regarder, c'est si jamais cette entrée d'eau que l'on a au nord-est, si elle ressort un peu plus bas. Et en fin de compte, de par la deuxième digue qui vient protéger le village, ça pose pas de problème. De par les analyses en termes de courant, de force de l'eau à l'intérieur de la coursive, de par les résultats en termes d'envasement, d'engraissement de ces espaces-là, on a montré que si ça s'ouvre encore à un autre endroit, c'est pas très grave. Sur cette façade est, on va juste avoir une circulation de l'eau, une entrée et une sortie, plutôt que d'avoir qu'un seul point d'entrée et de sortie en fonction des marées. Mais la dynamique végétale, la dynamique en termes de biodiversité devrait rester. Alors effectivement, on va peut-être se retrouver avec un chapelet de petites îles qui se forment à l'intérieur de cet espace, mais on est sur des zones assez apaisées où la reconquête végétale va se faire. Par contre, on a regardé d'autres espaces, en expliquant aussi que toute la dynamique végétale que l'on a là, avec les roselières, participe à l'engraissement, participe au ralentissement, participe à casser les vagues, à casser la houle, donc qui est vraiment un aspect bénéfique en fin de compte, et un aspect bénéfique pour protéger le reste de l'île. Et par contre, on a sorti aussi un autre scénario, c'est si la pointe partait. Si la pointe part, on a une île qui se retrouve complètement face au courant, face au vent dominant, et on peut avoir des phénomènes de houle beaucoup plus importants
que ce que l'on a avec les brèches est. Et là, si la pointe s'en va, on va être dans une autre dynamique, on va être plutôt dans une dynamique de simplification de ce paysage. Et là, on a des espaces beaucoup plus importants qui peuvent repartir à l'estuaire et une diminution vraiment importante de l'île. Et ça nous a permis de dire que cette pointe, on doit avoir une certaine vigilance dessus. Ça nous a aussi permis de dire que la deuxième digue, elle est essentielle, parce que c'est elle qui véritablement protège le village, le dernier village récent, puisqu'il y avait un autre village sur le nord de l'île, sur l'île Bouchot, qui aujourd'hui est en ruine et qui a disparu. Enfin, je pense qu'il n'y a plus grand-chose. Et où il n'y a pas d'action possible, il n'y a pas la possibilité d'amener les gens, il n'y avait pas la possibilité d'amener le public sur ces espaces-là. Donc celui-ci, il est parti. Par contre, le village de Sampins, c'est un espace que l'on doit conserver pour pouvoir accueillir la population et être lieu de support pédagogique. Donc, voilà, on a 2 points de vigilance. On a cette pointe et on a la digue. Et c'est à travers ces petits documents et ces dynamiques, voilà, pour expliquer les phénomènes, là c'est un peu petit, mais on a des petits blocs qui sont sur la partie basse qui expliquent si une brèche se fait à l'intérieur, au niveau de la pointe, la houle va rentrer et elle va tout emmener. Et là, on est sur une simplification et une disparition même de ces paysages. Donc ça permet d'expliquer au grand public pourquoi il y a des endroits où le conservatoire et le département peuvent se permettre de laisser faire les choses et pourquoi ils doivent continuer à mettre des moyens à certains endroits. C'était notre but, c'était ça. Et après, on l'a appliqué, on l'a présenté, on le représente régulièrement et on en parle un peu plus loin. On a des actions de sensibilisation du grand public lors de journées particulières où on réexpose en fait toutes ces phénomènes et ces dynamiques possibles sur l'île. Merci Sébastien. Donc effectivement, l'approche paysagère, tu l'as très bien dit, elle permet d'expliquer les choses, parfois des choses qui sont anxiogènes. Nous, on l'a vu au travers du programme Adapto. Parler de submersion, déjà, qu'est-ce que la submersion? Parler d'érosion. Et la reconnexion, c'est quoi? Donc l'approche paysagère, elle a permis aussi de poser les choses sur papier. Là, j'ai volontairement mis approche sensible. Parce que voilà, on a derrière nous l'obligation d'adjoindre à cette approche un regard scientifique, parce qu'on pourrait nous reprocher d'appréhender les choses de manière uniquement subjective. Et en fait, là, effectivement, ce travail d'identification des zones, des points d'encoche, d'érosion, des secteurs fragiles, sensibles, qui pourraient casser lors d'une prochaine tempête, ils ont été diagnostiqués et relevés avec les agents de terrain qui connaissent le mieux les sites. Donc on est parti avec Sébastien faire un tour du site et voilà, l'agent de terrain du département nous a dit effectivement il y a des points qui restent à surveiller et sur ces points-là il pourrait y avoir tel type d'évolution. Donc c'est sur cette base-là qu'on a construit les scénarios. On ne les a pas inventés sans la connaissance de terrain qui est importante. Et donc derrière ça, on a toujours cette approche scientifique qui est importante pour poser les choses de manière factuelle, que vous aurez peut-être vous aussi dans vos futurs métiers. Nous, on a mis en place, on s'est dit, pour conforter les choix de gestion, prendre les bonnes décisions, convaincre parfois les élus de ce qu'il faut faire ou de ce qui se passe, ou tout simplement leur dire regardez, le projet il fonctionne, le projet de renaturation marche, la roselière joue son rôle tampon, elle joue son rôle d'éponge, elle absorbe les excès d'eau, là lors de la tempête il n'y a pas eu d'érosion. Et on s'est dit on met en place un observatoire des paysages. Alors on le fait de 2 manières, à la fois par l'approche photographie aérienne parce que ça parle très bien. On a la chance d'avoir un département gestionnaire qui a des télépilotes drones actuellement et ça nous est très utile pour pouvoir du coup appréhender ce point de vue du ciel et plus de la terre. Voilà, mais on a également cette approche photographique au sol, avec différents points de suivi qu'on a pareil identifiés, référencés
avec le gestionnaire. Et ça, je pense que c'est important dans tout métier de faire un état initial et de suivre au fur et à mesure de l'année l'évolution des sites, des espaces. Donc on a choisi effectivement des secteurs un peu stratégiques pour balayer au maximum l'île Nouvelle, avec 2 campagnes chaque année, souvent sur des saisons très marquantes, avec des caractères, des typologies de végétation différentes. Ça permet d'aider aussi à la reconnaissance. Et puis surtout la nouveauté dans le cadre du programme Adapto, mais surtout grâce aux nombreux partenaires qui accompagnent le conservatoire, on a pu mobiliser l'expertise du BRGM, que vous connaissez peut-être, qui est le Bureau de recherche géologique et minière, qui notamment suit toutes les questions de trait de côte, d'évolution du trait de côte, de recul de la dune. C'est eux notamment qui alimentent toutes les données de l'Observatoire de la côte Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine, et qui font du coup chaque année le suivi de ces reculs dunaires, de ces pieds de plage, de ces hauts de dunes, ces pieds de dunes, etc. Et leur connaissance et leur expertise, elle est hyper importante parce qu'elle nous permet d'appuyer les choix de gestion futurs, d'être sûr de mettre en place des bons protocoles de suivi. Et donc on a fait des vraies campagnes avec eux là, sur toutes les 2 dernières années qui nous ont occupés. On a également une convention de partenariat avec eux. Et le travail donc de suivi qu'on a fait récemment, plus les données qu'on avait des précédents programmes de recherche, nous ont permis de mettre en évidence que la vasière, donc la partie nord de l'île Bouchot, s'était exaucée de 12 cm, donc c'est pas rien, en quelques années, en 10 ans. Donc une île qui communique régulièrement avec son estuaire, qui, comme on le voyait tout à l'heure sur le schéma de l'archipel des îles, évolue en fonction du bouchon vaseux, qui apporte des sédiments, des mouvements de la marée, des entrées d'eau, des sorties d'eau. Donc ça, c'était important. Et ce choix de gestion adaptative, on le suit, on l'engage donc avec l'Observatoire des paysages, mais aussi avec le BRGM. C'est important d'avoir ce regard scientifique à chaque fois. Donc là, je vous ai remis une photo qui est de 2021, donc qui est un peu ancienne finalement, mais qui est quand même assez parlante. On voit la voie d'eau qui s'est créée, donc la brèche Xynthia qui est arrivée là, ça marche pas, voilà, qui s'est créée là. La voie d'eau donc sur 1 kilomètre qui descendait plus bas, puis cette vasière qui progressivement s'est recolonisée par la roselière. Donc les paysages ont fortement évolué depuis la tempête et en 10 ans. Donc dans le programme Adapto, on a abordé tout à l'heure tous les volets. J'évoquais la perception sociale comme un point d'orgue important pour nous assurer de l'acceptabilité des démarches de gestion souple, de reconnexion, de renaturation. Et ça a été important de l'enclencher sur ce site-là et sur les 10 autres sites également, parce que on avait besoin d'avoir une approche un peu comparative, de comprendre quels étaient les mécanismes, surtout d'appropriation à ces questions de reconnexion, et ça ne marche pas. Voilà. Donc on a démarré très tôt en fait. Après Xynthia, le département de la Gironde et le conservatoire ont engagé un programme avec les universités de Bordeaux et tout un corpus de scientifiques dont faisait partie déjà à l'époque l'INRAE, pour commencer à réfléchir à des enquêtes, des interviews auprès des acteurs concernés de loin de près par les îles. Ça a été super intéressant parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait finalement les îles sont très méconnue, loin des rives, finalement des 2 rives, de la rive gauche, de la rive droite. Administrativement, l'île Nouvelle, elle est rattachée à la rive droite, Blaye, Saint-Genès-de-Blaye, mais finalement, elle est plus proche et plus connue par la rive gauche. Donc on a mené 30 entretiens auprès d'usagers, d'élus, d'acteurs, gestionnaires, d'experts scientifiques. Ce qui ressort à chaque fois, c'est que ce sont des territoires sauvages, naturels, magnifiques. C'est aussi à cette époque-là qu'on a compris que les gens nous prenaient un peu pour des fous quand on a démarré le projet de reconnexion et ce choix de laisser partir une partie de l'île en libre évolution. On a également recueilli tout un travail de collectage de la mémoire auprès des anciens îloutes et habitants des îles, qui a été important, qui a été fait par l'association Nous Autres. Je vous invite à aller le consulter, c'est un très beau travail de collectage par
Olivier et David, donc les deux chefs d'orchestre de l'association. Du coup, c'est un témoignage fort de ce que vivaient les Iloutes. Il y a des photos, il y a des vidéos, il y a des interviews, il y a des cartes, il y a plein de choses qui ont été versées dans ce travail. Et on avait souhaité, nous, avant d'ouvrir l'île au public, après les travaux de restauration, ouvrir cette île aux Iloutes, parce qu'on s'était dit, finalement, c'est eux qui ont été un peu à l'origine de cette île, et ce travail de passation, c'est nous qui le reprenons, mais avant, d'autres se sont occupés de cet espace, de cette île, et ont été là avant nous. Donc c'est important qu'on leur partage le projet du conservatoire et du département. Et ils ont adoré, ils ont vraiment trouvé ça super, ce choix de laisser une partie de l'île en libre évolution, d'ouvrir le reste au public, et puis surtout de pouvoir passer le flambeau de l'histoire des lieux, de ce témoignage. On a vraiment reconstitué le village à l'identique, hein. C'était le choix du conservatoire et du gestionnaire, de recréer toute cette rue pavée, de conserver les bâtiments, de garder un témoignage de cette vie passée sur les îles. Dans la perception sociale, donc on a également fait tout un sondage avec des sociologues, des experts, des spécialistes. Il y a cette idée du nuage de mots que j'ai voulu vous partager, vous en tant que paysagiste, parce que je me suis dit que c'était intéressant pour vous de voir ce qui ressortait principalement sur les 10 sites pilotes. Donc là, c'est le nuage de mots de l'île Nouvelle. Ce qui ressort avant tout, c'est qu'on est sur un site naturel, calme, tranquille, mais voilà, il y a d'autres démarches qui peuvent vous intéresser sur le petit et grand travers, sur le vieux Salin d'hier, sur le delta du Goulot. Le mot qui ressort, c'est proximité. Globalement, on est sur des espaces naturels, la dominante ressort. Ça, c'est intéressant parce que ça permet de comprendre quel est le regard porté par le public et les usagers de nos terrains. On voit qu'elle n'est pas forcément la même en fonction des sensibilités, des horizons et des formations aussi, puis de l'attachement au site. Nous, on a mené cette enquête pas seulement auprès des usagers habituels de l'île, mais on a élargi un peu, on est allé au-delà, on est allé dans la citadelle de Blaye, on a rencontré d'autres acteurs, et voilà, le projet Adapto a permis aussi de faire connaître l'île et de faire connaître le travail du conservatoire et de ses partenaires, et ça, c'est super. Dans l'approche pédagogique, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, la plus-value du programme Adapto pour nous, et pour moi, si on me pose la question aujourd'hui, c'est vraiment le volet pédagogique, parce qu'en fait, étant sur un site déjà avancé, qui avait déjà 10 ans de recul, 10 ans de retour d'expérience sur des suivis naturalistes, sur des actions engagées fortes, il nous restait à engager le volet communication, pédagogie, et donc on a été accompagné par de très très bons acteurs pour ce faire, donc le réseau des CPIE à l'échelle nationale, mais à l'échelle locale, le CPIE Médoc, et puis l'association Terre et Océan aussi, qui est beaucoup intervenue sur les sites du bassin d'Arcachon, qui a également une bonne connaissance de l'île Nouvelle, de l'histoire des îles et de l'estuaire, donc ça a été chouette. Et dans l'action pédagogique, je vous ai remis tout ce qui ressort, donc il y a à la fois l'approche paysagère, qu'on a déployée avec le CAUE de la Gironde, il y a aussi des cartes, il y a des blocs 3D, des blocs diagrammes, et à chaque fois ces outils, ils ont été utiles dans l'aide à la compréhension des mécanismes auprès de tous ces publics qu'on a touchés, qui sont à la fois des publics scolaires, des usagers, des gestionnaires et puis des élus. Sur Nouvelle, donc le programme Adapto, il a permis en résumé de sensibiliser quand même 400 scolaires, donc ça c'est plutôt bien. 4 collèges du Médoc, rive gauche et rive droite pour pas faire de jaloux. On a touché 1265 élus et usagers du littoral, donc c'est plutôt très bien pour une île qui accueille 4000 visiteurs. Et puis les événements qu'évoquait tout à l'heure Sébastien, le CAUE y a participé effectivement. On a eu des événements, des temps forts, donc nous on a déjà commencé par former les animateurs qui sont les agents gestionnaires de terrain, qui sont au quotidien en contact du public, parce que moi j'y suis pas au quotidien en contact de ce public-là. On a eu également des journées mondiales des zones humides, donc vous connaissez peut-être ces événements qui permettent de découvrir les espaces naturels de vos régions, de vos départements. Donc on a eu 2 temps importants en 2020-2021. Les fêtes de la science qui permettaient de restituer tout le travail qu'on avait fait avec l'INRAE, avec le CAUE, avec le CPIE
et voilà, j'en passe. Et puis un colloque national qui a été l'occasion de restituer le programme à l'échelle des 10 sites pilotes, avec là voilà, un portage par l'établissement, qui est le conservatoire, qui était un moment fort aussi pour nous, parce que c'était un programme assez nouveau, assez compliqué, tant dans le montage technique, financier, et puis le faire vivre derrière. Donc voilà, globalement, ce programme Adapto, il a été chouette pour nous offrir une vraie boîte à outils de tout un tas de supports, des expositions. Donc là, je vous ai mis l'exposition sur le changement climatique du CPIE Médoc dans le cas d'Adapto, des plaquettes animation, et puis des moments sur l'île auxquels vous avez peut-être participé. Peut-être que vous êtes arrivé sur des événements comme ça. Globalement, on est assez content de la démarche pédagogique. Ça a surtout permis de faire connaître le programme. Finalement, ça a également permis de toucher beaucoup d'élus, comme je le disais tout à l'heure, au travers du paysage, mais également au travers de l'approche économique sur les bénéfices de la renaturation. Et puis l'approche pédagogique, voilà, elle permet de faire comprendre à tout un chacun ce qui se passe, même si on en est tous conscients que le changement climatique, il est là, il s'annonce, les effets sont déjà ressentis. On a aujourd'hui maintenant les outils pour passer le flambeau, je dirais, le relais aux gestionnaires, aux acteurs de terrain dont c'est la mission de sensibiliser, de former, d'éduquer. Parfois aussi ces événements ils permettent de rassembler et de susciter des vocations des futurs gestionnaires d'espaces naturels au garde du littoral. Voilà, donc on est plutôt très satisfait de ce programme. Il y aura une suite, je vais en parler après. Je vais juste finir par la petite photo en suivant parce que voilà, elle parle d'elle-même. Voilà, en quelques années, on est passé d'un polder au travers des choix de gestion engagés par le conservatoire, le gestionnaire, à une île complètement renaturée, laissée pour partie en libre évolution, sur laquelle on gère les niveaux d'eau et qui dialogue, qui communique avec son estuaire et qui aujourd'hui offre des milieux, une mosaïque d'habitat assez intéressante. Voilà. Juste pour la suite, parce qu'il va y avoir une suite, on s'est dit que ça serait bien de ne pas s'arrêter là. On a un Adapto Plus qui est en train de se construire, la feuille de route est encore en train de s'écrire. Néanmoins, je voulais vous partager voilà, les sites qui ont déjà été pressentis. On n'est plus seulement sur des sites propriétés du conservatoire, là on est également sur une approche plutôt par territoire, donc sur des vrais projets de territoire où le conservatoire et ses partenaires vont travailler ensemble. En parallèle de ça, il va y avoir un appel à manifestation d'intérêt qui devrait arriver courant 2024. Et on réfléchit notamment à une approche à l'échelle de l'estuaire avec probablement des sites qui résonnent entre la rive gauche et la rive droite, l'amont et l'aval, ce qui permettrait du coup de conforter un petit peu ce qu'on a déjà étudié et puis peut-être d'aller infuser, je dirais, d'autres démarches à l'échelle des territoires pour que ça fasse écho et que ça puisse être reproduit sur d'autres sites partout en France à l'échelle régionale, nationale et européenne. C'est un peu l'idée. Voilà, donc démultiplier les démarches au travers d'un Adapto Plus et d'un AMI. Merci à vous, je crois qu'on a fini. C'était très long. Merci pour votre patience. C'était très long mais très passionnant. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup à vous deux. Je vous propose de prendre des questions de la salle. S'il y en a, il y en a probablement. Et puis sinon, enfin oui. Donc si quelqu'un veut poser une question, faire des remarques, des questions de précision. D'abord, merci pour cette très intéressante présentation. J'avais une question notamment sur le fait qu'on est sur des sites pilotes, donc on est sur une démarche expérimentale. Je voulais savoir si on est donc sur une répartition, on va dire à l'échelle un peu équilibrée, mais si vous aviez sur la base de ces expérimentations ressorti des éléments de méthode, de mise en commun, peut-être que les expérimentations sont différentes en fonction des sites.
et quelle place prend justement l'approche paysagère aussi dans ces différents sites, et est-ce qu'il y a des éléments un peu de méthode de remontée en généralité qui ressortent? Est-ce que vous travaillez à ça? Et justement, quand vous parliez après du déploiement éventuellement de cette démarche adapto sur d'autres territoires, est-ce que c'est après des choses qui pourront être remobilisées au travers d'une méthodologie par d'autres territoires en dehors des sites spécifiques au Conservatoire du littoral? Alors ça fait beaucoup de questions, je vais prendre par la première. Alors le paysage, elle tient une place très importante dans le programme Adapto et dans tout ce qu'on va engager par la suite, et ça le restera parce qu'on a vu que c'était fédérateur. Comme je le disais tout à l'heure, ça permet d'approcher, d'embrasser des sujets un peu anxiogènes, comme les questions de submersion, d'érosion. Ça parle bien aux élus, ça parle à beaucoup d'acteurs, pas que les élus d'ailleurs, et c'est important d'avoir cette approche paysagère, donc on va la maintenir. On a eu effectivement cette approche paysagère sur tous les sites Adapto. Nous, en Gironde et sur la délégation Aquitaine, l'approche et le partenariat qu'on a eu avec le CAE de la Gironde a été un peu particulier, ça a été unique en fait. Il n'y a pas eu d'autre approche avec les CAUE. Ça s'est fait au travers d'écoles du paysage, l'école du paysage de Versailles, parfois même avec des prestataires, des bureaux d'études. Nous, ça a été un peu atypique, ça s'est construit de par l'histoire de notre partenariat, parce que je travaillais plus spécifiquement avec Sébastien sur la pointe du Médoc, et j'avais eu cette idée d'engager quelque chose avec le CAUE, dont c'est la compétence et le métier aussi, de travailler avec les élus, et sur du conseil, et sur une approche intéressante, assez englobante. Oui, sur les composantes, les choses qui sont ressorties d'Adapto, ça a été compliqué. Par contre, de mutualiser tout ce travail-là, parce que les 10 sites sont différents, tous très différents. Nous, on faisait partie en Aquitaine des 2 sites les plus avancés de toute la démarche. Il y a des sites qui n'avaient pas encore engagé les travaux. Il y a des sites qui n'avaient pas encore fait les choix de gestion, donc résister, adapter. Donc on a tous avancé de manière très différente dans une feuille de route et un life Adapto de 3 ans, 4 ans, parce qu'il y a eu un petit avenant. Donc c'est très compliqué d'avancer. La réalité, elle est tout autre en fait sur les terrains. On le sait, il y a des travaux à faire, mais il y a des subventions à obtenir, il y a des marchés à engager. Et ça, c'est la réalité des métiers quand on travaille sur les espaces naturels et sur d'autres missions aussi. On a ressorti, oui, des composantes. On a fait un gros travail de collectage de ce programme et on vous a ramené des jolies plaquettes qui sont ici. Voilà, donc il y a une présentation des 10 démarches. Vous retrouverez des plaquettes aussi spécifiques sur les nouvelles qui présentent la synthèse de ce programme, ce que j'ai présenté un petit peu rapidement là. Il y a une plaquette générale sur les 10 sites Adapto et il y a un peu une note de principe sur ce qui ressort de cette démarche et ce qui pourrait être utile pour la suite. En ouvrant bien sûr sur l'Adapto Plus et je pense que l'approche territoriale qu'on va mener à déployer avec Adapto Plus et l'appel à manifestation va encore ouvrir des frontières, va ouvrir des collaborations, notamment parce qu'on ne restera pas que sur des sites du conservatoire, mais sur des sites forestiers, sur des sites dunaires. Sur des sites qui sont en plus pour certains côté Office national des forêts gérés en libre évolution depuis 10 ans, 15 ans, avec des suivis, des retours d'expérience intéressants. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être utilisées. Là, je vous ai remis aussi le lien vers le site Adapto, parce qu'il ne faut pas hésiter à aller voir. Il y a des vidéos, il y a des choses, il y a une banque de données, d'informations, notamment pour vous, les étudiants en paysage, des choses super intéressantes qui peuvent être reprises. C'est un programme qui n'était pas évident au montage, parce qu'il fallait faire le choix des sites. Il fallait réfléchir à cette approche comparative en ayant des temporalités, des enjeux différents, parce que nous on est sur une île, je ne l'ai pas redit tout à l'heure, mais il n'y avait pas d'enjeu en tant que tel, il n'y avait plus d'enjeux agricoles, plus d'enjeux humains, pas d'enjeux urbains immédiats, parce qu'on est sur une île protégée en tant que telle.
tout pouvait être fait. C'est pas le cas sur le bassin d'Arcachon, ma collègue n'est pas là pour en parler, mais on est sur un tout autre site avec des problématiques complètement différentes. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant aussi dans Adapto. La suite sera, je pense, encore plus riche parce qu'elle va amener des nouveaux chantiers d'exploration et des belles collaborations. On est parti pour une feuille de route qui se précise en 2024. Donc on ne pourra pas vous en dire plus avant. On essaye de pousser pour que l'estuaire soit intégré dans cet appel à manifestation. Donc c'est un appel à manifestation que le conservatoire va lancer, donc auquel on ne pourra pas répondre nous, mais auquel nos partenaires pourront répondre. Donc pour vous donner un petit avant-première, il se peut que le syndicat gestionnaire de l'estuaire, le SMIDEST, y réponde. On croise les doigts, on force pour que ça se fasse sous cet angle-là, parce que l'idée aussi, c'est qu'on ait une approche équilibrée entre la rive gauche et la rive droite, qu'il y ait des projets qui puissent se mener à l'échelle de l'estuaire, mais à l'échelle des deux rives aussi. Voilà, avec des situations très différentes, où on est sur des scénarios résistés ou s'adapter, encore une fois. Merci. Juste un complément. Rapide. Ouais, sur l'école de paysage de Versailles, ils ont produit une note méthodologique pour l'analyse paysagère des sites Adapto qu'ils ont fait avec les étudiants. Ils en ont ressorti une note méthodologique. Donc, elle doit être consultable. Ok. Je pose une question plutôt pour Sébastien, on va dire. On essaye de faire des réponses un peu courtes. Bon, mais c'est une place particulière pour un paysagiste. C'est un paysagiste qui travaille dans un programme de recherche, déjà. C'est pas commun. Ça se fait, évidemment. Moi par exemple, je le fais, mais c'est pas commun. C'est un paysagiste qui a beaucoup travaillé avec des scientifiques. Justement, c'est une des questions que je voulais te poser. La place d'un paysagiste dans un groupe de recherche. Est-ce que le paysage aussi a été un petit peu un lien avec d'autres disciplines scientifiques qui n'ont pas les mêmes codes, etc. Et puis moi, j'ai cru remarquer que finalement, c'est des petites notes que je me suis fait, finalement, le paysage, il a été utilisé peut-être d'un point de vue de la connaissance, de ce que j'ai cru comprendre, ça apportait quand même une dimension peut-être un peu plus sociale, socio-culturelle que les approches qui semble-t-il auparavant étaient très environnementales. Donc ça, c'est une première chose. Une dimension pédagogique, vous l'avez dit, une dimension de projet avec ces scénarios et d'évaluation avec l'observatoire. Donc c'est un petit peu... J'ai cru voir le paysage un peu situé à chacun de ces endroits. Est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit ? En partie. Et puis le travail avec les scientifiques, la connaissance. En partie. Alors je vais commencer par ça. Le travail avec les scientifiques, en fait, non, très peu. Moi, j'ai hérité de la synthèse de tout ça, de tous les travaux des scientifiques, notamment grâce à Katia. Les études étaient en cours, certaines étaient terminées. Et il y a eu un travail de collecte un peu et de digestion un peu de tout ça. Mais le travail avec les scientifiques, non. Moi, très peu. Le travail avec les personnes de terrain, oui, qui participent à la recherche et notamment sur les relevés floristiques et faunistiques, oui. On a fait plusieurs sorties et donc on a eu des échanges là-dessus. Mais sinon, avec le BRGM, non, je ne les ai pas rencontrés. J'ai eu que les données en fait, que la restitution des travaux qui étaient en cours ou finalisés. Après, sur la question était longue, alors je me souviens pas de tout, mais sur la dimension sociale, oui, bien sûr. Notre but justement, c'était de faire un peu cette synthèse de toutes ces données scientifiques qui ne sont pas faciles à intégrer pour le grand public. Je dis ça sans aucune notion péjorative, mais essayer de rendre un document qui soit beaucoup plus accessible. Et c'est pour ça qu'on a rapidement, dans notre étude, basculé sur ces grands blocs paysagers à noter qui permettaient d'être un moyen de médiation, de discussion et d'explication pour le grand public. Et on l'a testé plusieurs fois à travers des différents événements sur l'île pour
Et on a vu que ça marchait assez bien. C'est un support voilà, que les gens peuvent appréhender assez facilement. Voilà. Il y avait une question ici, je crois. C'est plus une sorte de complément vis-à-vis du conservatoire. Je trouve que vous êtes extraordinairement modeste par rapport à votre engagement sur le paysage. Il faut quand même savoir que le Conservatoire du Littoral est titulaire, co-titulaire, en 2022, du Grand Prix national du paysage, avec Alain Frétet, puisque le Grand Prix, vous savez, c'est quelque chose qui distingue non seulement un maître d'ouvrage, non, un maître d'œuvre, parce qu'on, la plupart du temps, on le réduit à ça, mais aussi un maître d'ouvrage. Et le Conservatoire est titulaire du dernier Grand Prix national du paysage. Merci de le rappeler. On aime à être modeste, mais merci de le rappeler. Et puis par ailleurs, en termes de méthodo, il y a quand même un document qui est sorti, je crois, il y a un an et demi, qui s'appelle le schéma d'intention paysagère. Toute intervention du conservatoire est précédée, alors les délégations de rivage font ce qu'elles veulent, évidemment, elles adaptent tout ça, mais quand même, il y a une sorte de méthodo nationale à l'échelle du conservatoire tout entier qui donne des clés pour commencer une démarche de ce genre-là. D'ailleurs, Sébastien Canet s'en est inspiré. Effectivement, on a fait des raccourcis, mais vous faites bien de le préciser. Donc, il y a effectivement des schémas d'intention paysagère que le conservatoire intègre dans toutes ses études, dans ses plans de gestion, dans tout le travail qui sont faits par les paysagistes. Là, effectivement, dans Adapto, on a intégré ces éléments-là. Et bien évidemment, ça fait partie aussi du travail qu'on mène avec le CAUE maintenant depuis 8 ans sur les territoires. En d'autres termes, pour les étudiants qui sont des futurs paysagistes, je l'espère pour eux, le conservatoire est un formidable employeur de paysagistes, que ce soit en maîtrise d'œuvre, ou que ce soit même, je pense que les paysagistes commencent à être recrutés en tant que tels dans le conservatoire. J'espère qu'on vous a entendu. Je voudrais juste faire un tout petit peu de pub pour le collectif PAP, Paysage après pétrole. Vous savez que tous les mois, on publie un signé PAP, qui est un article de 8-9 pages en ligne. L'avant-dernier est dû à Nathan Berthélémy et est un résumé, une synthèse de ce que fait le conservatoire, la manière dont il agit sur le paysage. Voilà, c'est sur notre site. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Oui, Katia, tu parles avec tellement de passion de l'île Nouvelle et en général de ton métier. Est-ce que tu pourrais juste nous rappeler ton parcours? Alors, tu me l'as demandé tout à l'heure, Élodie. J'attendais qu'on me pose la question pour que ça paraisse plus naturel. Donc, en fait, j'ai un parcours un peu atypique. Moi, je suis passée à l'origine par une filière courte. J'étais destinée plutôt pour un métier de technicienne. Donc, je suis passée par un BTS Gestion Protection de Nature. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Et puis voyant que j'avais envie d'aller plus loin dans la construction de projets, le pilotage, l'accompagnement, je me suis dit pourquoi pas la fac. Donc j'ai choisi un master gestion des littoraux et des mers à Montpellier précisément. Et donc je suis repartie sur des études universitaires, donc master 1, master 2 à l'époque, parce que je suis un peu vieille quand même maintenant. J'avais la réforme LMD qui tombait, donc licence, master, doctorat. Donc j'avais dû refaire une année pour avoir l'équivalence, mais j'ai un parcours qui m'a permis, au travers des nombreux stages sur les espaces naturels, d'affiner mon projet. Et je savais que je voulais revenir effectivement sur les littoraux. Donc j'ai commencé au Conservatoire du Littoral en tant qu'étudiante, stagiaire pour la délégation Aquitaine. Et je suis arrivée, donc il y a 12 ans maintenant, en délégation Aquitaine, avec un passage au préalable en collectivité territoriale, puisque comme je le disais, je suis fonctionnaire territorial, donc mise à disposition pour le compte de l'État. Donc je suis passée par le Conseil général de l'Oise, comme chargée de mission espace naturel sensible. Donc voilà, j'avais pas forcément au départ complètement souhaité passer au conseil général, mais c'est parfois une étape obligatoire quand on veut se faire un peu d'expérience, qu'on sort de l'université. Surtout, je pense que mon choix a été très vite guidé par les stages universitaires et j'ai toujours voulu en fait travailler sur les littoraux. Et j'ai eu la chance, je pense, et de belles opportunités, de belles rencontres voilà, sur les rivages de Méditerranée, de Bretagne. Et puis j'ai atterri ici en Aquitaine. Donc voilà, le mot que je pourrais vous dire, c'est de ne pas perdre confiance. Si vous avez vraiment un projet qui vous anime, eh ben, il faut continuer à y croire et puis tout faire pour y arriver, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Je trouve ça très bien pour compléter que vous soyez tous
voilà, attentif, présent sur ce type de formation. Bravo à vous pour votre engagement aussi à venir écouter des conférences comme ça en soirée. Après un rendu, apparemment aujourd'hui c'est une grosse journée pour vous, donc bravo. Et après aussi des grosses journées de travail. Merci à vous pour cette très très belle présentation. Je suis Paul Trouillot, paysagiste, je m'occupe aussi de la Fédération française du paysage. Merci pour ces collaborations effectivement avec notre profession dans vos interventions. Moi j'ai 3 questions. Alors je suis malheureusement arrivé un petit peu en retard. Si vous en avez déjà parlé, je ne veux pas vous faire répéter. Simplement sur le plan de gestion au niveau de la flore, sur la partie sud de l'île, donc celle qui a le moins évolué dans les milieux par rapport à la brèche de Xynthia, est-ce que là il y a eu un constat et une évolution significative sur la période étudiée, sur l'évolution de la palette végétale? Simplement là, qui est plus enclin avec le réchauffement climatique proprement dit que l'évolution du milieu suite à la brèche. Ça, c'est ma première question. Deuxième question, c'est à titre personnel et culture générale, comment on fait pour inventorier les poissons? Enfin, quelle est la méthode en quelques mots d'inventaire des poissons? Ça, c'est juste pour ma culture G. Et est-ce qu'il reste des aloses quand même ou pas? J'ai pas vu l'affiche, les anguilles et les aloses. Et la troisième question, qui est plus quand même sérieuse, est-ce que dans les modèles et scénarios qui ont été étudiés sur l'évolution des paysages envisagés, on va jusqu'à un deuxième Xynthia, et si un deuxième Xynthia arrivait en partie nord, qu'est-ce qui reste de l'île ou pas? Voilà, juste quel était le modèle, jusqu'où on est allé. Est-ce vous avez travaillé sur des modèles avec les plus forts coefficients et les plus forts épisodes tempête, mais est-ce qu'on est allé avec Xynthia et voir au-delà de Xynthia qui pourrait se produire? Alors je vais commencer par celle-là, comme ça elle est toute fraîche dans ma tête. Oui, on est en train d'y travailler avec le BRGM. En plus, ça tombe bien, le PAPI, le plan de prévention des risques d'inondation, est en train d'être révisé, donc on tient compte effectivement de ces marées exceptionnelles. Donc on y travaille, on doit normalement restituer le travail du BRGM cette année. Donc bien évidemment, dans ces scénarios-là, on prend les tempêtes exceptionnelles pour pouvoir justement anticiper et prendre les choix de gestion qui s'imposent aussi. Souvent, les élus nous demandent si on a une boule de cristal pour savoir où la brèche va arriver, où ça va casser. On leur dit souvent non, ça on peut pas. On aura un modèle prédictif qui va se rapprocher au plus près de la réalité. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et c'est protocolé, effectivement. Sur la deuxième question pour les poissons, alors ça peut arriver, oui, complètement. En fait, là, sur le point de fragilité qu'on vous a montré tout à l'heure avec Sébastien, il y a déjà eu un début cet hiver. Il y a déjà eu un constat, oui, par là. C'est un point de fragilité qu'on observe déjà depuis pas mal d'années. Et là, au vu des dernières tempêtes, on a constaté que ça avait encore beaucoup érodé. En plus, là, on est le long, je le disais tout à l'heure, du chenal de navigation. Donc le bâtillage des navires et des bateaux qui sont de plus en plus nombreux amène à fragiliser encore plus ces espaces-là. Donc on est effectivement là sur des secteurs qui pourraient potentiellement être mis en eau. Après, sur celui-là, en soi, ça ne poserait pas de problème puisqu'on a encore protégé avec la zone tampon. Le village se trouve ici, je ne sais pas si vous avez participé au début de la présentation. On a cette zone tampon qui joue encore le rôle d'éponge et qui permettrait de voir une vague submergée à l'intérieur sur le casier, la digue de second rang là. Mais effectivement, le modèle prédictif qu'on va avoir avec le BRGM va nous permettre d'affiner au mieux les scénarios et de se préparer en tout cas. Voilà, on attend aussi le PAPI avec impatience. Et on est content que le SMIDEST aussi se soit renforcé. Pour ceux qui connaissent le SMIDEST, on est content, l'équipe devient opérationnelle et monte en puissance sur plein de sujets, donc ça c'est chouette aussi. Sur la question des poissons, ça a été un peu compliqué. On a démarré en fait en 2011 avec Alain Lechêne qui travaille maintenant à l'Office français de la biodiversité, qui était un grand spécialiste poisson, qui nous a laissé quitter en 2017. Donc j'ai dû reprendre l'étude avec sa successrice qui est Laure Carassou, qui est très chouette aussi et qui a une compétence et une analyse des réseaux trophiques assez poussée.
Donc elle nous a proposé une méthode à la fois de pêche expérimentale, bien sûr des petites pêches, pas des grosses pêches, parce qu'il y a aussi la question du bien-être animal, des autorisations, etc. Et ça, on y veille. Et on a utilisé surtout un marqueur isotopique pour pouvoir tracer du coup entre le premier maillon de la chaîne alimentaire, le macrocrustacé, le lien avec le poisson finalement, et quel type de poisson et à quelle période de l'année. Donc ça a été complexe parce qu'en plus ça a été parasité par le Covid. Donc on a des campagnes de pêche qui ont été retardées. Au même moment, les périodes en eau n'étaient pas forcément favorables et idéales. Ce qu'on a souhaité faire, surtout, c'était maintenir cette approche comparative entre le casier avec une approche semi-contrôlée sur 100 pins et le casier complètement renaturé, pour voir si effectivement on avait des aloses, on avait toute cette diversité qui revenait. Et pour vous répondre, oui, on a des aloses, oui. Voilà, donc c'est plutôt très positif. On le savait, l'île fait partie du plan national anguille. Après, si je vous donne des résultats là récents de l'INRAE, c'est quand même pas terrible pour l'anguille. La qualité de l'eau de l'estuaire chute drastiquement. Les séances de réchauffement qu'on a eues, parce que l'eau a jamais été aussi chaude sur l'estuaire l'été dernier, c'est plutôt inquiétant au dire des scientifiques. Donc on essaye de température, pollution, les problèmes de manque d'oxygénation liés à la hausse de température. Donc ça peut être un problème. Mais oui, du coup, les réponses qu'on a livrées au travers de ce programme Adapto étaient intéressantes aussi pour toute la suite, et on espère les poursuivre. C'est un peu l'idée, on travaille dans cette idée-là de maintenir les suivis scientifiques. Ça serait dommage que ça s'arrête là avec la fin du programme Adapto. Et la dernière question, je crois que c'était sur la végétation. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, la partie sud là, de 100 pins, ici, il y a un petit début de reconnexion à l'estuaire qu'on a laissé opérant finalement. Donc il y a un boisement alluvial qui est en train de s'installer, voilà, une belle roselière, de la freinée, de l'aulnay. Donc en termes de diversité et de mosaïque, ce qu'on a là, ça sera ce qu'on aura dans 60 ans sur la partie nord de Bouchot. C'est le process, et c'est pour ça qu'on a, dans le programme d'interprétation, souhaité créer un platelage bois qui traverse la forêt pour donner à voir au public ce que les gens ne peuvent pas voir, puisqu'on a fait le choix de fermer les 2/3 de l'île pour des questions de quiétude. Plantes invasives, alors là, oui, il y en a. Il y en a beaucoup, oui. Plantes invasives, baccharis, partout. En fait, il y en a partout chez nous, le baccharis. Et principalement, parce que très souvent, ça a été utilisé comme plante ornementale. Alors, autour des tonnes de chasse, mais pas que. Le problème, c'est qu'elles ont des pouvoirs dispersants assez importants. Donc, oui, sur l'île, elles posent problème. Voilà. Après, il n'y a pas que la flore invasive, il y a aussi la faune invasive. On a les sangliers qui passent d'île en île. On a des campagnes chaque année de régulation, parce que sinon ça fragilise les digues, ça retourne les milieux, ça dégrade les espaces. Ouais, c'est ça, le ragondin, les piégeages réguliers aussi. Donc voilà, je crois qu'il fallait faire court. Non, mais merci beaucoup. Il est 20h, donc je vous propose d'arrêter et de continuer plutôt nos discussions autour d'un verre. Et encore un grand merci pour cette très précieuse présentation.